le voile qui se lève sur le plan américain qui va être présenté demain à la Russie pour tenter de mettre fin à cette guerre. L'homme qui nous rejoint était ambassadeur à Moscou encore l'an dernier. Pierre Lévy est avec nous ce soir. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Vous avez été fait ambassadeur de France, en plus il y a quelques mois. Ambassadeur de France, c'est un titre que n'ont pas tous les ambassadeurs de France. C'est un titre générique, comment est-ce qu'on peut dire, honorifique. On sait que Sylvie, par exemple, qui est avec nous, Sylvie, et voilà que son nom m'échappe, Berman, est également ambassadeur de France. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Vous venez d'écrire Au cœur de la Russie en guerre, parce que, et on va voir, alors cela, c'est aux éditions Taillandier, et c'est le récit de vos 4 années et demie au cœur de cette Russie qui a déclaré la guerre à l'Ukraine, tout en parlant d'opérations spéciales. Et vous racontez à la première personne comment vous avez vécu et comment vous avez géré, entre guillemets, en tant qu'ambassadeur, ces événements. Là, c'est au moment de votre prise de fonction. C'est traditionnel. Il y a une poignée de main avec le président du pays dans lequel on est nommé. Votre poignée de main à Vladimir Poutine. Donc on est en février 2020, c'est-à-dire 2 ans tout juste avant l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Et ce soir, on vous a demandé de venir pour, à la lumière de votre livre, poser les 3 questions qui fâchent. Puisqu'on est dans un moment aussi important où les États-Unis, d'après la presse anglo-saxonne, s'apprêtent à donner à Vladimir Poutine satisfaction sur ses revendications territoriales. C'est-à-dire la partie du Donbass qui n'occupe pas militairement, les États-Unis sont prêts, d'après nos confrères anglo-saxons, à la céder à la Russie. Voilà ce qui sera proposé demain à Vladimir Poutine pour tenter d'arracher son accord pour un cessez-le-feu. Alors on va poser les 3 questions qui fâchent. Et la première, l'Europe, on l'a beaucoup dit, n'est pas à la table des négociations. L'Europe se plaint d'ailleurs d'être marginalisée dans cette négociation qui s'amorce. La question, n'est-il pas temps de revenir sur l'interdiction que l'on se fait de parler à Vladimir Poutine, nous, les Européens, pour tenter de proposer à notre tour un plan de paix, au lieu, sans arrêt, de se plaindre, de se lamenter du plan de paix américain qu'on accuse d'être trop complaisant avec la Russie. Alors, je ferai d'abord une remarque en facteur commun à toutes les réflexions, à toutes les questions centrales que vous posez pour bien comprendre les enjeux. C'est bien plus que la soumission de l'Ukraine, que la conquête du Donbass. C'est bien plus que la lutte contre les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne, qui était vraiment un des objectifs des Russes. C'est véritablement aussi pour Moscou l'avènement possible d'un nouveau monde. Le monde de Poutine, un monde de sphère d'influence dans lequel il dominerait bien sûr l'Europe, un monde désoccidentalisé. Et ce qui me frappe vraiment beaucoup en regardant le déroulement de cette scène, y compris les tout derniers développements sur lesquels je reviendrai, c'est ce décalage entre, d'un côté, le président Trump qui veut un deal, qui est pressé même, qui est impatient, et de l'autre côté, Vladimir Poutine qui considère qu'il a le temps devant lui, qui pense à l'histoire, à l'héritage qu'il va laisser à la Russie, et surtout qui veut un autre monde, son monde, le monde multipolaire, le monde désoccidentalisé. Et ce décalage est absolument frappant, et on le voit d'ailleurs dans les tout derniers développements. Mais alors ça m'amène, alors directement à la deuxième question, mais allons-y. Au fond, est-ce que Vladimir Poutine a aujourd'hui un intérêt à la paix? Vous avez vu le dernier rapport de l'ISW qui indique que au mois de novembre, la Russie n'a jamais autant repris de terrain. On parle de l'épaisseur du trait, mais n'empêche, depuis le début de l'année, la Russie, semble-t-il, fait porter à sa population des efforts, des privations et la mort des soldats que jamais l'Ukraine ne pourrait faire porter à sa propre population. Est-ce que Vladimir Poutine a un intérêt à arrêter les combats? Moi, je pense il voit aujourd'hui comment les choses se passent. Il a un regain de confiance.
Il considère qu'en face, il a des Européens qui peuvent être peut-être divisés, affaiblis. Il voit quand même la formidable opportunité d'un président Trump qui est quand même qui a une approche très 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 biaisée. Et donc, il veut la paix parce que son équation est de continuer, mais en même temps de ne pas pousser à bout le président américain. Il veut la paix, mais à ses conditions. Et les conditions qu'il pose sont très très éloignées de celles des Ukrainiens et des Européens, ne serait-ce que dans les conditions d'un cessez-le-feu. Pour les Russes, le cessez-le-feu intervient après le début d'un accord général sur les conditions de paix. Et si je peux répondre à votre première question, revenir un instant, qui est quand même aussi centrale pour le diplomate français à l'esprit européen que je reste, je trouve que, bien évidemment, les Européens sont dans une situation très difficile, parce qu'ils sont en face d'une double adversité. L'adversité des Russes, elle est connue, mais il y a une adversité américaine, sans doute, on ne l'attendait pas ainsi, aussi brutale. Je ne reviens pas sur le débat, il y a vraiment des tendances très longues qui existent sur le retrait américain, le partage du fardeau en matière de sécurité. Mais voir aujourd'hui que nous sommes plus maltraités que les Russes, que les Chinois, et je trouve que finalement, avec nos cartes, qu'il ne faut pas sous-estimer, nous jouons plutôt bien aujourd'hui. Je veux dire par là qu'il ne s'agit pas, à mon sens, vous trouverez peut-être que je suis trop diplomate, mais il ne s'agit pas de proposer un contre-plan aux Américains dans la présentation. Je trouve que ce n'est pas une bonne approche, et c'est d'ailleurs pas celle que nous avons suivie. Il s'agit de montrer comment on peut améliorer le plan, enfin le soi-disant plan américain, en injectant des éléments de position européens et des éléments plus conformes aux positions ukrainiennes. C'est ce qui est en train de se passer. Mais monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on n'a pas intérêt, nous, pour exister, à proposer nous-mêmes un plan de paix, donc à renouer un contact avec Vladimir Poutine, quoi qu'on en pense? Moi, j'ai toujours pensé qu'il faut, plus ça va mal, plus il faut se parler. Il faut vraiment dialoguer. Et c'était d'ailleurs l'essence de l'approche du président de la République. Moi, quand je suis parti à Moscou, au départ, j'avais des instructions, ce qu'on appelait l'agenda de confiance et de sécurité, de parler avec eux, de voir quel type de coopération on peut avoir, de déconfliction. Et la France a été très critiquée à l'époque, vous en souvenez. On nous disait, mais pas du tout, vous divisez les Européens. Et après, quand il y a eu le début de la guerre, c'était, on vous l'avait bien dit. Vous vous souvenez aussi d'un conseil... Vous l'avez bien dit, ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, donc vous nous dites, oui, ce serait utile. Oui, ce serait utile. On a essayé d'ailleurs au dernier Conseil européen de Mme Merkel, avec le soutien du président de la République, juste après le sommet Biden-Poutine de Genève en juin 2023. On a essayé justement de reprendre... Mais aujourd'hui, vous dites qu'on devrait donc le faire. On devrait le faire, mais les Russes ne le voudront pas. Les Russes ne le voudront pas. Ne voudront pas dialoguer avec les Européens. Non, pas du tout. Ils font tout pour nous mettre en dehors du jeu. Et d'abord pour des raisons classiquement connues, en quelque sorte statutaires, recréer le duopole du bon vieux temps de l'Union soviétique. Et puis deuxièmement, parce qu'ils cherchent aussi à diviser l'espace euro-atlantique. Et c'est très intéressant de voir comment ils ajustent leur langage en disant, mais regardez, ce sont les Européens qui sont les fauteurs de paix, alors que le président Trump, d'ailleurs, lui veut la paix. D'ailleurs, c'est pas sa guerre, c'est la guerre de Joe Biden. Il y a tout un jeu plus ou moins subtil. Et puis également, il ne faut pas oublier que cette affaire, en fait, dans cette affaire, l'explosion, elle est européenne. La crise est très profonde, mais souvenez-vous qu'en 2013-2014, il y a eu le refus de l'Ukraine, après beaucoup de tergiversations, Yanukovych à l'époque, le président, de signer l'accord d'association avec l'Union européenne, qui était simplement un accord de coopération qui ne préjugeait en rien de sa future adhésion. Il y a eu des pressions très fortes de la Russie, et ensuite, il y a eu le Maïdan, enfin toute la séquence que l'on connaît qui a mené à la guerre. Je reviens à ma deuxième question. Vous écrivez dans votre livre, la deuxième question, donc, au fond, Vladimir Poutine, aujourd'hui, a-t-il intérêt à faire la paix, ou est-ce qu'il se sent tellement en position de force, compte tenu de la contrainte qu'il exerce sur sa propre population, que le temps joue pour lui? Vous écrivez, page 304 de votre livre, « Moscou est allé trop loin pour ne pas aller plus loin ». Si on comprend bien votre analyse, vous dites, Poutine ne dira jamais oui à déposer les armes. Non, je suis fortement convaincu
qu'il il est aujourd'hui dans un autre registre. Il est dans le registre de l'histoire, de l'héritage qu'il veut laisser à la Russie. Et je pense justement qu'il va continuer à aller plus loin, il va continuer sans doute à flatter Donald Trump, à montrer qu'il veut la paix, parce que je crois que c'est très important. Regardez le jeu entre les Ukrainiens, les Russes et les Européens. Personne ne veut être accusé de faire obstacle à la paix. Tout le monde tient des très beaux discours, mais pour lui, la paix, c'est la reddition de l'Ukraine. C'est ça. J'observe la reddition pure et simple de l'Ukraine. Que toutes les positions russes n'ont pas dévié. Hier soir, Anne-Claire Coudray, le visage du 20h du week-end de TF1, diffusait une édition spéciale en Russie. Et bien sûr, il commence à y avoir des visas pour les journalistes en Russie. C'est pas si évident que ça. Et il n'est pas fréquent de pouvoir prendre le pouls de la société russe. Donc je vous propose 2 courts extraits de ce reportage qui, de toute évidence, les Russes cherchent à montrer que la guerre, même pas mal, sauf que derrière la belle peinture, il y a quelques écailles. Regardons Anne-Claire Coudray hier soir. Порядка 6,6, порядка 3500 голов в сутки мы производим. Подходят под технологию и под созревание аналогичных Комте, Гауда. Пармезаны тоже у нас есть. Господин Макрон, на который вводили антироссийские санкции, исключительно благодаря им мы начали производить сыры, а теперь исключительно благодаря им мы начинаем производство собственного оборудования. L'État aux abois a augmenté les impôts. Le pouvoir d'achat des classes populaires s'est effondré. Конечно, пенсия остается на одном уровне, а цены взлетают. Очень повысилась цена на газ в домашних условиях, ну и в государственных также. Mais notre conversation est interrompue. Manifestement, nos questions ne sont pas les bienvenues. Очень хорошо мы обходимся. Очень. Нам на все хватает. Voilà, le message officiel est que la population visiblement a pris l'habitude de répercuter, tant à la télévision, on lui serine visiblement tout ce qu'elle doit penser, c'est que oui, la guerre même pas mal, la résilience économique, financière pour les soldats qui vont se battre au front, et j'en passe. Vous qui avez passé tant de temps en Russie, est-ce que, selon vous, les Russes sont aptes à supporter encore cette guerre, les privations et les sacrifices qu'elle représente? D'abord, le reportage est excellent. Tout est fait pour préserver les apparences. Quand vous vivez à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou dans d'autres grandes villes, vous voyez à peine la guerre. Vous voyez, vous avez des affiches de recrutement, les affiches sur les héros qui sont morts, mais vous voyez les prix qui augmentent, c'est très, très révélateur là. Et puis, il faut bien voir que derrière tout ça aussi, il y a un processus de russification de l'économie qui était engagé bien avant d'ailleurs la guerre, en particulier dans l'agriculture. On me faisait goûter du camembert russe avec beaucoup de fierté, bien évidemment qui n'est pas du tout à la hauteur du nôtre. Ce qui scandaliserait d'ailleurs les fabricants de vrais camemberts, parce que c'est une appellation régionale. Mais il y avait aussi à un moment des difficultés avec le champagne. Enfin bon, c'était mes petits combats, mes grands combats avant la guerre. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de savoir ce que les gens pensent. Il y a beaucoup de débats sur la valeur des sondages. Moi, mon analyse, en discutant avec les gens, en regardant beaucoup de documents, c'est que vous avez 15% des gens qui sont vraiment contre la guerre, 15% qui sont nationalistes, il faut aller jusqu'au bout, et le reste de la population, donc la grande majorité, d'abord est patriote, soumis à une très forte propagande selon laquelle la Russie est attaquée par l'OTAN depuis des années. Ça, c'est quelque chose que l'on entend. J'étais frappé, c'est ce que j'appelle les signaux faibles dans mon livre, par des gens, quand je visitais par exemple un monastère, un jeune prêtre, en 2020, au printemps 2020, qui me prenait à part après une visite passionnante, chaleureuse, et qui me disait « Monsieur l'ambassadeur, j'espère que nous n'aurons pas la guerre ». Je le regardais étonné, en disant mais qu'est-ce que vous... Vraiment pas, enfin vraiment, pensons à la guerre de notre côté. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises quand je dialoguais avec des étudiants. Donc ces gens sont patriotes, pensent aussi qu'il faut éviter de dire des choses trop déviantes, et puis aussi, et ça c'est un point très important à prendre en compte, ont intérêt à la poursuite de la guerre. Parce que le pouvoir d'achat
net a considérablement augmenté. Augmenté, bien sûr, parce que les salaires augmentent, il y a beaucoup d'inflation, il y a une demande de main-d'œuvre dans le complexe militaro-industriel. L'argent ne peut pas sortir de Russie, donc il y a beaucoup d'argent qui reste à l'intérieur du pays. Vous avez des oligarques ou des hommes d'affaires qui rachètent à bas prix les actifs occidentaux. Donc ça aussi, c'est très très intéressant. Et donc le manque de main-d'œuvre fait effectivement sans doute augmenter les salaires. Poutine, à un moment, aura des difficultés à atterrir aussi. C'est ça. Et puis, il va faire la quand il atterrira, les problèmes structurels resteront. D'une manière générale, la population a fait le choix de l'adaptation plutôt que de la protestation, le dos rond plutôt que la nuque raide. La troisième question, puis je vous laisse la parole, c'est simplement, on ne peut pas s'empêcher de penser au moment où peut-être qu'on va arriver à un règlement de paix très défavorable, en tout cas sur la question des territoires à l'Ukraine. Est-ce qu'on n'a pas exagéré la menace nucléaire russe, brandie régulièrement et à la télévision publique et ailleurs, dès lors qu'on augmentait notre niveau d'aide militaire à l'Ukraine? Vous savez, c'est ce qu'on appelle la sanctuarisation agressive. C'est-à-dire, on entend très souvent des officiels russes ou des parlementaires dire une puissance nucléaire ne peut pas perdre. Donc il y a toujours eu ce discours menaçant. Je me souviens, c'est un souvenir très présent, 2 jours après le début de l'invasion, Vladimir Poutine a décrété l'alerte spéciale de combat des forces de dissuasion nucléaire. Donc nous regardions dans nos manuels à quoi ça correspondait. Ça ne correspondait pas à des cas connus. Mais en fait, vous vous apercevez, sans mésestimer la menace, vous apercevez que, en tous les cas, c'est ce que j'ai vu au cours de mon séjour, qu'il y avait un décalage entre le discours très menaçant et la réalité sur le terrain. En d'autres termes, on n'a pas vu de mouvements inquiétants, par exemple, rapprocher les vecteurs des armes. La seule évolution notable est le transfert d'armes tactiques au Bélarus. Mais ça n'a aucun intérêt militaire, ça a un intérêt politique. Vous voyez, mais c'est un signalement stratégique. Voilà. Mais autrement, jusqu'à présent, je dirais, les choses se sont passées relativement, de manière relativement conforme à la ligne d'ensemble. Vos réflexions, François, Rafik? Une question, monsieur l'ambassadeur, plutôt sur les États-Unis. On comprend bien ce que veut Poutine, on comprend bien ce que veut Zelensky, on comprend ce que veulent ou ne veulent pas les Européens. Que veut pourquoi Trump prend-il cette option, au fond, de donner tout à Poutine? Et deuxième question qui est un peu liée, vous évoquiez très justement le fait que l'isolationnisme américain était antérieur à Trump. Au fond, il est le résultat d'une période qui s'étend au moins sur une dizaine ou une quinzaine d'années. Est-ce que vous pensez que c'est une période comme les États-Unis en ont déjà connue, qui se refermera devant la nécessité d'intervenir, justement, pour préserver un semblant d'ordre, ou bien cette fois-ci, vous pensez que c'est différent et que l'isolationnisme est plus sérieux, plus durable? J'ai exactement la même interrogation que vous, une interrogation lancinante, à partir d'une idée très simple, une conviction très simple. Une victoire de la Russie, c'est une défaite des États-Unis et une défaite personnelle pour Donald Trump. Je prendrai un seul exemple. La Chine regarde de très près ce qui se passe. C'est un peu un laboratoire de guerre, War Lab, comme on dit, un laboratoire de guerre. Elle regarde nos réactions. Comment est-ce qu'on réagit face à une crise majeure? Comment est-ce qu'on réagirait? Et est-ce que les États-Unis sont des alliés fiables dans l'hypothèse d'un conflit autour de Taïwan? Et j'ai beaucoup d'autres exemples comme ça, ne serait-ce que l'agenda anti-américain constant, par exemple la dédollarisation de l'économie mondiale. Vous savez, qui est un programme porté par les Russes dans le cadre des BRICS, du sommet de Kazan. Donc en permanence, je voyais cette ligne dans la politique américaine. Vous vous interrogez vous-même? Ah ben bien sûr, parce que je trouve qu'ils font une erreur majeure. Je trouve qu'ils font une erreur stratégique majeure. Et deuxièmement, pour répondre à votre autre question, moi je crois que la ligne est peut-être comment dirais-je, idéologique. Il y a beaucoup de discussions sur le compromat. Moi je m'aventurerai pas sur ce terrain, mais
je pense que les États-Unis sont sur une ligne de très long terme et on pourrait peut-être, je ne suis pas un spécialiste des États-Unis, mais je pense qu'il y a une orientation qui est profonde, à tel point qu'on peut même se demander si Joe Biden n'était pas une parenthèse. L'embarder. Voilà, parce que vous voyez bien qu'il y a des tendances longues qui existent. Je me souviens des propos de Bill Gates, le secrétaire à la défense d'Obama, il y a très longtemps, sur le partage du fardeau. Là, il continue sur cette même ligne avec une brutalité quand même sans précédent. Donc de retrait, vous voulez dire, hein, de retrait, voilà. Mais simplement, il y a différentes façons de se retirer, vous voyez. Et puis, la solidité de l'alliance, là d'ailleurs, on discute apparemment de la coalition des volontaires de garantie de sécurité avec l'appui américain. Alors ça, j'espère que ça va voler. Rafik, Richard Ramos-Herrout, on va peut-être entendre vos 3 remarques en même temps. Oui, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez qu'il existe un plan de paix dans lequel personne ne se sentirait humilié ? On sait que l'humiliation, elle crée parfois du ressentiment et elle peut préparer la guerre d'après. Est-ce que vous pensez que ce plan, qui n'humilierait ni les Russes, ni les Ukrainiens, évidemment, ni les Européens, ni les Américains, est-ce que ce plan existe ? Richard ? La question qu'on se pose aussi, c'est quand on a mis une économie, 50% en économie de guerre, est-ce qu'on peut faire marche arrière ? C'est-à-dire qu'ils sont en marche sur une économie de guerre. Et puis nous, on regarde un petit peu avec mes collègues à l'Assemblée, on se dit, est-ce que ce partage du monde entre, finalement, Trump dit à Poutine, je te donne l'Europe, laisse-moi l'Amérique latine, et puis on aura la bienveillance de la Chine avec Taïwan. Est-ce que ce partage-là, est-ce que vous croyez qu'il est possible entre Poutine et finalement et Trump ? Dans le même esprit, dans le fond, quand vous nous décrivez la vision de Vladimir Poutine d'un autre monde, de son monde, moi je comparais à une forme de messianisme dans un autre continent, et je me dis, en fait, c'est inarrêtable. C'est inarrêtable, parce que quand on en est à ce niveau, plus de l'idéologie, mais une forme de mysticisme, quels sont nos arguments rationnels, quels sont nos arguments en face ? Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, vous voyez, il y a une telle différence de logiciel stratégique entre les Russes et nous. C'est-à-dire, Poutine, c'est plus une vision, la vision d'un démiurge, plus que la mise en œuvre d'une politique, finalement. Et donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas composer. Enfin, je sais que le terme de l'humiliation est très, très présent. En plus, j'ai été frappé par ce que j'appellerais la politique du ressentiment côté russe. Et vous savez, quand vous négociez avec quelqu'un qui est chargé de ce ressentiment, si vous allez dans son sens, il ne vous remercie pas, parce qu'il considère que c'est le juste retour à la normale. Vous voyez, c'est encore plus difficile. D'ailleurs, les Russes disent « on ne conquiert pas des territoires, on les récupère ». C'est quand même très intéressant. Un plan de partage, dit Richard Ramos. Oui, c'est une vision un peu, je trouve que c'est une vision un peu théorique quand même, mais et puis illusoire, parce que les Chinois eux-mêmes d'ailleurs ont des ambitions mondiales. Ils jouent d'ailleurs ils jouent des cartes de manière beaucoup plus fine que les Russes, puisqu'ils sont en train de construire un système multilatéral alternatif. Ils placent leurs pions dans les organisations internationales. Et je crois qu'il y a une différence majeure sur laquelle il faut jouer entre la Russie et la Chine, c'est que la Chine, elle, est intégrée dans la globalisation, dans les chaînes de valeur. Elle a des intérêts considérables sur les marchés européens et américains, donc elle n'a pas intérêt à ce que la table, avec la vaisselle, la nappe, tout ça soit renversé. La Russie n'est pas intégrée dans la globalisation. Je crois qu'il faut, c'est peut-être une solution donnée à avoir. Non, mais elle exporte des matières premières. Et un plan de partage un plan de paix qui n'humilierait personne. Est-ce que vous l'imaginez, ou à ce stade Moi, je ne mettrais pas ça, je ne poserais pas la question en ces termes. C'est un plan, il n'y a pas de plan de paix d'abord aujourd'hui, quand même il faut le rappeler, mais une solution qui permettrait à l'Ukraine de continuer à exister de manière souveraine, dans des frontières encore indéfinies. Mais il y a des façons de traiter le problème territorial en renvoyant les discussions à plus tard et en s'engageant à ne pas les récupérer par la force. Et puis avec des garanties de sécurité solides qui permettraient d'éviter que la Russie recommence. Je crois que c'est ça le gros enjeu. Parce que si la Russie perd, encore faut-il savoir ce que ça veut dire, elle cherchera à se venger.
Et si la Russie gagne, elle cherchera à aller plus loin. Je parle beaucoup de la maladie des anciens empires dans mon livre. Et concéder des conquêtes à la Russie aujourd'hui, c'est comme donner une cerise à l'eau de vie à un alcoolique repenti. Merci Pierre Lévy, Au cœur de la Russie en guerre, récit de l'ambassadeur de France aux éditions Taillandier. Merci d'avoir répondu